Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Aujourd'hui, c'est vendredi 29 mars. C'est encore le mois de la femme ou le mois des femmes. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à découvrir 5 femmes leaders, des femmes qui ont réussi dans leurs entreprises. Et je ne veux pas dire qu'elles ont des messages à faire passer, mais quand même, vous pouvez vous inspirer de leurs expériences si vous souhaitez également réussir dans vos entreprises. On a eu le privilège de les écouter, de les voir une fois. C'était lors d'un cocktail, débat organisé par la Chambre canadienne de commerce et de l'ambassade du Canada, en Haïti. Elles sont avec nous ce matin et j'espère que nous allons passer un agréable moment. Christelle Larmankanski est avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour Wendell, c'est vraiment un véritable plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je salue tous les téléspectateurs, tous les auditeurs et c'est vraiment un honneur d'être là en ce mois si important où on célèbre la femme et on espère vraiment que les femmes qui seront à l'écoute seront inspirées de ce qu'on a partagé avec vous. Nathalie Pierre-Louis Laroche, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Télémétropole. Et merci Wendell, merci à toute l'équipe de Métropole de nous accueillir ce matin. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Et merci aussi au nom du conseil d'administration de la Chambre haïtiano-canadienne et de son président tout particulier, Claudel Dumas, de nous permettre d'avoir cet accès à votre public. Daphné Karen Floréal, bonjour. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Radio Télémétropole, plus spécifiquement pour l'émission Le Point. Donc, encore une fois, c'est un plaisir immense d'être sur ce plateau pour pouvoir partager un petit peu notre expérience, notre vécu en tant que femme dans le milieu des affaires en Haïti. Tamara Guérin-Barreau, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Wendell pour cette opportunité. Merci mesdames d'être ici avec tout le groupe et merci à tout le monde de suivre cette émission. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, l'américain dirait « make yourself comfortable ». Alors, je dois aussi annoncer la participation de Gina Barthélemy à la deuxième partie de l'émission. Alors, sans tarder, mesdames, vous allez partager vos expériences avec nous. D'abord, Christelle Kanski, vous êtes dans quel domaine? D'accord, donc tout d'abord, je vais pour vous parler du domaine dans lequel je suis et qui a valu mon invitation sur cette émission. Je vais vous parler un petit peu de mon cheminement qui m'a amené à où je suis aujourd'hui. Absolument. Donc, je suis comptable de formation et j'ai commencé ma carrière en tant qu'auditeur dans le bureau de KPMG à Washington, après avoir suivi des études à Georgetown University en comptabilité et en marketing. Donc, je suis rentrée au pays en 2011 pour vraiment me joindre à l'entreprise familiale et où j'occupe le poste de directrice financière à la compagnie d'assurance d'Haïti, Hertz. Et là, j'ai commencé depuis 2011. Et j'ai le besoin de renforcer la capacité de mon équipe. Donc, j'ai commencé à faire des formations à l'interne, des formations pour développer leurs compétences. Tout d'abord en Microsoft Excel, parce que je sentais qu'il y avait un manque. Chaque fois que je donnais un tableau à mon équipe, ça me revenait, je ne pouvais pas analyser l'information parce qu'il avait été mal construit. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé très simplement pour mon équipe à faire des formations. Ensuite, je me suis dit, je devrais peut-être incorporer un peu de leadership pour que l'équipe soit plus, je peux dire, autonome, prenne plus d'initiatives. Et un jour, je me suis dit, je vais commencer un programme que j'ai appelé CAH Université et qui était destiné à tous les assurés de la CAH, où ils pouvaient venir gratuitement à des séances de formation que j'offrais.
Et le programme a eu tellement de succès, je me suis dit, peut-être je devrais penser à élargir le programme à d'autres personnes qui ne sont pas encore assurées avec nous. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec, sous la bannière de Exponential Learning, à faire des formations qui, dans un premier temps, c'était uniquement en Microsoft Excel, mais le niveau intermédiaire, le niveau en général où les gens sont bloqués. Parce que le principe était d'essayer en une journée de débloquer quelqu'un qui a peut-être 10 ans, 15 ans d'expérience en Microsoft Excel, mais qui a toujours resté limité dans ses compétences. Et moi, j'avais compris pourquoi ils étaient limités. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans la formation. Votre travail était justement de partager vos formations, vos expériences avec d'autres femmes ou bien avec tout le monde? Bon, très bonne question, parce que, bon, c'est le public en général. Et pour arriver vraiment comment on est arrivé aux femmes, parce que les femmes sont à l'honneur aujourd'hui, et donc c'était d'abord des professionnels, ensuite j'ai même eu des formations pour les teenagers, et un jour, j'ai une amie qui m'a dit, tu sais, Christelle, il y a un besoin chez les femmes. Tu devrais, je faisais une formation sur comment se placer des objectifs, elle m'a dit, tu devrais vraiment penser à mettre l'accent sur les femmes. Je lui ai dit, bon, je n'y avais jamais pensé, mais c'est sûr que, étant moi-même une femme, je comprends peut-être même mieux la femme que l'homme. Oui. Donc, je me suis dit, vraiment, c'est une très bonne idée parce que là, je peux vraiment mettre des programmes sur pied pour vraiment aider la femme en particulier. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce que j'ai appelé le Women Empowerment Series. Alors, pour rendre une histoire longue, courte, vous avez formé combien de femmes déjà? Bon, là, si on me demande combien de femmes que j'ai formées, je sais que ça remonte à au moins plusieurs centaines de femmes. De femmes, mais ce n'est pas tous dans le cadre du Women Empowerment Series, qui est un programme qui est tout nouveau, que j'ai commencé en janvier. Avec le premier volet, c'était se placer des objectifs, parce que pour moi, c'est très important. Une femme qui veut avancer doit être en mesure, que ce soit fait formellement ou pas, doit se placer des objectifs, mais quand elle se place des objectifs formellement à l'écrit, la probabilité qu'elle va les atteindre est plus élevée. Donc pourquoi ne pas mettre les choses de notre côté? Ok, Christelle Armand-Kansky, merci pour cette petite présentation. Je sais que elle peut être plus longue, mais parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Absolument. Mais je vais revenir tout à l'heure avec d'autres questions sur ce que vous faites, sur la façon dont vous avez procédé pour aider le public, les femmes. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont réussi dans leurs entreprises? On reviendra un peu plus tard. Maintenant, voyons avec Tamara Barrault. Et je vous ai entendu aussi lors du cocktail débat, et vous avez aussi des choses à partager avec les femmes qui vous suivent. Les hommes aussi. Oui, les hommes aussi. Allez. Oui. Alors, merci Wendell. Je suis Tamara Guirin-Barrault, comme vous l'avez dit. Je suis ici de retour en Haïti depuis l'année 2000. Je suis retournée parce que j'ai épousé Gaëtan Barrault et on a décidé ensemble qu'il valait mieux qu'on rentre et que je rentre en Haïti le rejoindre et qu'on travaille ici ensemble à créer des changements qu'on voudrait voir dans la société. Et donc avant ça, j'ai grandi en Haïti, mais je suis allée à l'université aux États-Unis. Je suis allée à l'Université internationale de Floride, j'ai fait les finances là. Ensuite, j'ai eu une maîtrise de l'Université de Londres dans l'économie financière. J'ai travaillé dans une grande boîte financière aux États-Unis, la Morgan Stanley, pendant 4 ans. Et quand je suis rentrée en Haïti, il fallait trouver quelque chose qui m'intéressait, bien que j'étais entre Haïti et les États-Unis pendant 1 an. Et j'ai commencé à consulter à la Banque interaméricaine de développement, la BID. Et j'ai fait 4 ans avec la BID. J'ai travaillé un petit peu dans le secteur agricole et puis après ça dans les secteurs sociaux pour finir dans la finance, qui est mon domaine en tant que spécialiste financier. Et en 2005, on a commencé à fonder notre famille, c'est-à-dire on a commencé à avoir des enfants et on en a eu 3. Et donc 2005, 2006, 2008, on a eu des enfants. Et pendant ce temps-là aussi, j'étais en transition un petit peu. Et c'est à ce moment-là, en 2006, que j'ai rejoint
la Caribbean Bottling Company, qui était l'entreprise familiale, mais on a eu des autres investisseurs, donc on a agrandi un peu l'actionnariat de cette entreprise-là. Donc depuis 2006, je suis en charge des finances et de l'administration de Caribbean Bottling Company. Et ça a été vraiment une très belle expérience. C'est une très belle expérience pour moi parce qu'on a changé un petit peu le parcours de cette compagnie qui était en banqueroute pour être un succès, le succès qu'elle est aujourd'hui. Et on continue à agrandir cette entreprise-là. OK. Et alors, ce que oui. Oui. Vous voulez ajouter, non? Non, c'est un petit peu le parcours. C'est ça. Je suis très fière de dire que entre des emplois directs, je pense que nous sommes à peu près à 420 personnes à Couligan. Je fais partie aussi du conseil d'administration d'une fondation YWCA Haïti, donc je voulais parler un petit peu de YWCA, mais je pense qu'il y a un panel tellement fantastique et on est le temps limité. Peut-être avant la fin de l'émission, vous aurez la possibilité de revenir sur ce que vous faites. Mais là, est-ce que les femmes qui n'ont pas pu bénéficier d'une quelconque formation à l'étranger, comme c'était le cas pour vous et pour Christelle, est-ce que ces femmes-là ont la même chance que vous? Tout à fait. Moi, je pense qu'en fait, on crée ces opportunités et on fait ce travail-là avec cette fondation qui s'appelle la YWCA Haïti, Young Women's Christian Association. C'est de changer la perception et je pense que toute femme, à n'importe quel niveau où elle se trouve, si elle se met en tête qu'elle peut réussir et si elle se met des objectifs comme Christelle a dit et si elle met en marche un plan pour pouvoir atteindre ces objectifs et si elles arrivent à mettre en place aussi des mesures, des moyens pour mesurer et évaluer ces actions-là, je pense que toute femme a accès à un succès. Et je crois ici en Haïti, on a un capital humain extraordinaire et je pense qu'on est un pays béni à cause de ce capital humain. Donc je pense que si on arrive à encadrer tout le monde et créer cette vision commune pour pouvoir aller de l'avant, je pense que vraiment il n'y a pas de limite. Donc je suis convaincue de ça. Merci. Merci Tamara et Guérin-Barreau. Vous allez souffrir un instant. Laissez-moi inviter Daphné Karen Floréal, qui, elle, est PDG et directrice artistique de Bijoux La Caille. J'ai bien dit? Bijoux La Caille, c'est ça. Rebonjour. Bonjour Wendell, et moi je pense que le parcours est peut-être similaire un petit peu à ces deux dames parce qu'en fait j'ai deux chapeaux. Je suis certes créatrice et artistique pour Bijoux La Caille, mais j'ai travaillé pendant 9 ans dans le secteur bancaire également et mon background académique, je suis gestionnaire de formation, j'ai également un exécutif MBA et la création de bijoux, ça a été un hobby dans un premier temps, un passe-temps et ça a été surtout une façon pour moi de me faire mon argent de poche pendant que j'étais à l'université. J'ai étudié en Haïti, j'ai fait la gestion à l'ENST et pendant cette période, ça a duré 3 ans, je me sentais inconfortable pour toujours demander à mes parents de l'argent ou bien pour dépendre de mes parents financièrement pour acheter les livres. Je suis une bibliophile, j'adore lire, tout ce qui est gestion, mais tout ce qui est roman, littérature haïtienne également. Donc, je trouvais que ça ne faisait pas de sens à 18 ans de dépendre encore de ses parents. Donc, c'est à ce moment que j'ai décidé qu'il fallait que j'aie quelque chose pour me rapporter de l'argent. Et comme j'ai grandi dans un environnement à Paco, où il y a beaucoup de manifestations culturelles, il y a beaucoup de galeries d'art, il y a, vous savez, l'environnement, tous les gingerbread. Donc, il y avait le comité artisanal haïtien. C'est pratiquement dans la même où j'ai grandi. Donc, à ce moment, j'ai commencé à acheter des produits artisanaux et je les revendais. Et après un certain temps, je me suis dit, pourquoi ne pas créer ma propre ligne? Pourquoi ne pas créer mes propres designs? Je dois spécifier que j'ai été très nulle en dessin quand j'étais à l'école. Donc, c'est pour ça, moi, c'est l'abstrait que je fais.
Mes pièces, c'est pas des formes ordinaires que vous allez voir. J'aime créer mes propres formes parce qu'en fait, je peux difficilement tracer une ligne droite sans une règle, en fait. C'est ça ma particularité. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé avec Bijou Lacaille. Je dois dire également que l'environnement était propice. C'était à une époque où il y avait beaucoup de sensibilisation qui se faisait autour des produits verts, des produits qui avaient un impact direct sur l'environnement, qui pouvaient toucher des communautés vulnérables et des produits également qui utilisaient des matières naturelles, qui mettaient l'emphase sur le recyclage. Et c'était aussi à cette époque où il y avait Artisanat en fait. Je dois dire qu'il a été une plateforme qui m'a permis à Bijou Lacaille, peut-être à d'autres institutions faisant partie du secteur artisanal de grandir. Il y a eu également Haïti Fashion Week qui a donné beaucoup d'emphase également au secteur de la mode. Donc ça m'a permis de sortir du cancan artisanal et de pouvoir aller plein dans mon potentiel artistique, de faire des choses extraordinaires. J'ai créé des collections en fonction de différents thèmes. J'ai eu à faire récemment. Et ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent, mais il faut être très focus. Et je pense que c'est cette conversation que j'ai eue avec Tamara et Gina aussi tout à l'heure avant de commencer l'émission. Il faut pouvoir déterminer son marché cible et mettre le focus dessus. Vous l'avez fait? Oui, et c'est ce qu'on fait. Et justement, on me disait, mais on te voit moins dans les foires, c'est un choix. C'est un choix stratégique parce qu'il faut comprendre où est-ce qu'on a plus de ventes, on peut avoir plus de marge et mettre le focus dessus. Donc, on vend en ligne. On vend sur le marché international, on vend aux États-Unis, en Martinique, en Guadeloupe, on est au Canada, on a des représentants également en France et on est en ligne. Donc, notre objectif là maintenant, c'est d'être sur Amazon Handmade. On a fait le processus, on nous a accepté. C'est pas facile d'être accepté sur Amazon Handmade. Donc, on nous a accepté là maintenant, c'est mettre la machine en branle pour qu'on puisse vendre dessus. Et je pense qu'on a fait un bon travail. Par exemple, récemment, on a reçu une invitation de Essence. Essence, c'est vraiment une belle plateforme pour les femmes noires, surtout. Et quand on a reçu l'invitation, on a été quand même un petit peu choqués parce qu'on s'est dit, où est-ce qu'ils nous ont trouvés pour nous inviter? Donc, on nous a invités pour différentes manifestations qu'ils font à New York ou bien à la Nouvelle-Orléans. Et je dois également dire que j'ai eu la possibilité de participer à certaines grandes manifestations culturelles régionales aussi, par exemple Carifesta, où j'ai eu la chance quand même de représenter Haïti en 3 fois déjà. Et ça a toujours été très positif, feedback très positif. Donc, moi, c'est que on n'est pas juste dans la sphère artistique parce qu'on veut l'être, mais on a réalisé que l'artisanat et l'artisanat d'art, surtout, c'est en Haïti. C'est un secteur, malheureusement, qui n'a pas vraiment un cadre légal qui est défini. Et même si l'artisanat est classé, dépendant du ministère des Affaires sociales, mais les artisans en soi n'ont pas un encadrement vraiment, ils n'ont pas une carte d'assurance, ils n'ont pas une carte médicale s'ils sont malades. Donc quand mes artisans sont malades, c'est pratiquement nous qui devenons la caisse d'assurance parce qu'il faut les aider, voilà. Il faut les aider, donc ils sont combien? Nous avons 8 artisans qui travaillent avec nous et là maintenant on veut mettre un programme pour qu'on puisse travailler aussi avec des femmes. Et on a des femmes dans le management, mais on veut avoir des femmes qui sont dans la production maintenant. C'est un défi, je pense qu'on peut résoudre parce que les femmes ont un potentiel artistique. Bon, il suffit de contacter Christelle et puis ça va aller, non? On était en train de parler, Tamara et moi, on était en train de parler parce que je pense que la fondation de Tamara, ça répond peut-être très bien à ce que moi je cherche comme ressources humaines pour pouvoir travailler. Donc, moi je suis contente de pouvoir parler au nom de l'artisanat parce que l'artisanat n'a pas suffisamment de plateformes pour qu'on puisse en parler. Eh bien, allez-y, donc vous allez en profiter aujourd'hui. Maintenant, permettez que j'accueille Nathalie et Soufri, mesdames, que je vous dise que je vais accorder un peu de temps, beaucoup plus peut-être à Nathalie Laroche, pour la simple bonne raison qu'elle aura à nous quitter après, à la première partie, ou encore à la fin de la première partie de l'émission, pour accueillir une autre femme d'affaires aussi. Mais elle est secrétaire adjointe de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne. Vous êtes en Califourchon, vous êtes canadienne, haïtienne.
Et Wendell, je dois dire qu'effectivement, je suis un pur produit de la collaboration haïtiano-canadienne parce que mon père est haïtien et ma mère est canadienne. Donc, de par ces deux origines, ça a été tout naturel. Mais je ne savais pas, non. Je te l'apprends. Je ne savais rien du tout. Hein, rien du tout. Je devinais. Bon, voilà. Donc, et c'est tout naturellement que, ayant fait mes études classiques ici, j'ai étudié aussi au Canada où j'ai obtenu un bac en relations industrielles à l'Université de Montréal. Je suis en train de finaliser mon MBA avec l'Université de Moncton au Canada et que je suis très impliquée, je dois dire, depuis mon retour en Haïti à la Chambre haïtiano-canadienne où j'ai occupé les différentes fonctions au sein du conseil d'administration et en étant même ancienne présidente où on a poussé la cause des femmes. Et c'est à l'occasion de la Journée internationale des femmes, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on faisait pour ça? L'année dernière, on avait eu une première édition sur l'entrepreneuriat féminin. Et quand on était sorti de cette activité, Wendell, on était tellement inspirés. Je pense qu'on le perçoit là sur le plateau. Je ne sais pas ce que le public perçoit, mais on perçoit cette énergie. Et on s'était dit, OK, ça a été un succès l'année dernière. Et cette année, est-ce qu'on le fait après un pays qui a été lock pendant presque 2 semaines? Et quand on a regardé la situation, on s'est dit, c'est tellement morose, on est tellement déprimé, découragé, qu'aux ces garçons, qu'aux ces filles, et on a besoin de parler de choses positives. Et c'est comme ça que... Et c'est justement ce que nous sommes en train de faire là, ce matin. Exactement. Et je t'en remercie. Nous parlons de choses positives. Et je t'en remercie énormément. Et c'est comme ça que, en collaboration avec l'ambassade du Canada, la Chambre haïtiano-canadienne a décidé de renouveler l'expérience. Et je pense que tu nous avais dit que tu allais passer nous voir lors de l'événement. Et tu as assisté à tout l'événement. Et je pense que c'est de cette opportunité que tu as vu d'inspirer les femmes, de montrer au public, de montrer aux Haïtiens, aux Haïtiennes, qu'on a des leaders positifs qui réussissent, qui travaillent, qui se battent et qui viennent de différents domaines, de différentes personnalités, de différents horizons et qui réussissent. Donc oui, c'est possible et c'est ce qu'on veut montrer. Donc la Chambre haïtiano-canadienne promeut l'entrepreneuriat au sens très large, mais particulièrement l'entrepreneuriat féminin à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Merci, merci Nathalie. Maintenant, petit débat. Vous avez la possibilité d'intervenir, d'interrompre l'autre. Au foyer, comment cela se passe? J'ai toujours entendu dire quand les femmes sont autonomes comme ça, elles ont de l'argent, beaucoup d'argent, parfois beaucoup plus que leur mari. Et la vie en couple est parfois difficile. Qui veut répondre? Bon, comme je suis parmi les plus jeunes, donc peut-être, je suis mariée depuis 7 ans. Donc, j'ai 7 ans de mariage cette année. Et je peux dire que c'est pas toujours facile, mais il y a une raison pour laquelle c'est pas toujours facile, une femme qui est autonome et qui a un mari aussi, lui, qui travaille. Parce que là, pour gérer un foyer, il faudrait parfois synchroniser les approches et ce qui est priorisé. Parce que le sujet de l'argent est un sujet qui concerne tous les foyers. Et comment cela se passe? Vous dites, OK, vous vous occupez des enfants et moi je m'occupe de la voiture, des bons pour la voiture. Et... On se partage les tâches parce qu'à la fin de la journée, si une femme qui produit, ne peut pas non plus s'attendre à ce que ce soit son mari qui doit assumer toutes les responsabilités. Si la femme veut avoir sa place au sein d'un foyer et vraiment... si, pour utiliser le terme, être respecté dans un sens, on veut avoir nos droits, on veut vouloir vraiment prendre des décisions. Donc, si maintenant on a la chance de produire, je pense qu'il faut contribuer. Il faut donner la chance. Le mari ne peut pas être celui qui doit tout assumer. Donc, je pense que c'est une bonne chose de vouloir je suis convaincu que le mari n'accepterait pas du tout qu'elle continue d'assumer les dépenses, alors que la femme gagne de l'argent aussi, et même beaucoup plus parfois, dans certains cas. Vous savez, lorsque on se partage certaines dépenses, parce que pourquoi c'est la femme qui devrait, par exemple, mettre toutes ses économies de côté? Parce que là, maintenant... Mais il y a des cas comme ça. Oui, il y a des cas comme ça, mais je pense que la femme entrepreneur, la femme qui produit, ne passe pas nécessairement comme ça et je ne l'encourage pas à penser comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie?
Et Wendell, je vais dire qu'en travaillant beaucoup au niveau associatif, institutionnel, on s'est questionné sur ce qui freinait les femmes au niveau professionnel, au niveau entrepreneuriat. Et le poids familial est très lourd. Et on ne réalise pas la gymnastique que l'on demande à une femme professionnelle, et surtout dans le contexte culturel haïtien dans lequel on évolue. La femme, elle doit être mère, elle doit être épouse, elle doit être professionnelle, elle veut performer. Elle est aussi le service 911, parce qu'en Haïti, on n'a pas de service 911. Et on est le service 911 pour toute la famille. On est l'infirmière de service. Et elle est multitâche, multirôle. Et c'est un rôle qui est lourd. Et les femmes, il ne faut pas se le cacher, elles sont hyper performantes. Elles veulent être la superwoman. Et c'est un challenge et c'est un frein, je dois dire, que les hommes ne réalisent pas toujours. Et si un homme ne réalise pas que sa femme est superwoman, comment cet homme doit réagir? Je dois dire qu'il en va de notre rôle de femme, de mère, et de sensibiliser et les hommes et nos propres enfants, parce que moi j'ai des petits garçons, et de les sensibiliser justement pour qu'on arrive à cet équilibre. Parce que les femmes qui réussissent, qui arrivent à maintenir cet équilibre, c'est un dialogue avec leur époux, c'est un dialogue familial aussi, de dire, OK, où sont les priorités, comment on se répartit le travail, comment on se répartit le budget, les tâches, les enfants et tout ça. Et c'est un dialogue qu'il faut mener et qu'il faut mener à bon port. Merci. Tamara? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est... Je pensais que vous allez dire non, je ne suis pas d'accord parce que voilà, j'ai une objection. Non, on est d'accord. Écoutez, Gaëtan et moi, on a 19 ans, on aura bientôt 19 ans de mariage et on a tout fait en équipe, en collaboration et je connais ses forces, ses faiblesses, il connaît mes forces et mes faiblesses. C'est une équipe après tout. Je pense que pour moi, ce qui a été ou ce qui est difficile toujours, c'est de me défaire des sentiments de culpabilité par rapport aux enfants, c'est-à-dire de ne pas donner suffisamment aux enfants. Et donc, je pense que, en quelque part, ça pousse à ce qu'on essaie de toujours être en train de faire quelque chose. Donc, je pense que c'est récemment seulement que j'ai appris à prendre plus de temps pour moi-même, pour mieux mettre... Alors, je dois préciser, je dois quand même préciser, mesdames, que l'objectif de l'émission, ce n'était pas pour venir mettre au public votre vie, vos vies privées. Ce n'était pas ça, mais c'est faire passer quelques messages positifs. On est d'accord? Oui. On est d'accord. Oui. Parce que sinon, je crains d'avoir des difficultés après l'émission. On peut me balancer des pierres, parce que là, ce n'est pas le cas. Non, Wendell, il faut que l'idée de ça, de ce partage d'expérience, et c'est de dire aux femmes, voilà la réalité, voilà ce à quoi il faut vous attendre, mais voilà aussi les options, les possibilités. Voilà où est-ce que vous allez chercher les ressources. Et je vais vous dire, quand on organise un cocktail débat et qu'on fait ce partage d'expérience, la plus belle réussite que l'on peut avoir, c'est quand je vois une Daphné qui parle à Tamara, qui parle à une Christelle, qui dit, ah tiens, ce que tu fais m'intéresse. Pourtant, ces femmes évoluent dans la société. Et c'est cette possibilité de mettre en contact et d'inspirer les autres et qui fait que les femmes peuvent aller de l'avant. C'est ça. Il faut rester positif. Oui, alors permettez que je demande, que j'adresse aussi la parole à Daphné, qui sur ce sujet-là n'a encore rien dit. Je vous prie de m'excuser. Oui. On reviendra quand même sur vous tout à l'heure. Bon, mon expérience, je dois dire que je n'ai pas encore 1 an depuis que je suis mariée, donc je suis peut-être très jeune dans cette expérience. Au début, bon, jusqu'à présent, je peux dire que c'est un petit peu difficile parce que moi, je suis une personne très indépendante. J'ai plus de 10 ans depuis que je gère mon business, j'ai géré ma carrière professionnelle sans avoir à balancer quoi que ce soit avec l'horaire ou bien les objectifs ou même planifier des vacances. Je vous dis des choses simples. Donc, pour moi, c'est très récent et je suis vraiment dans le stade d'apprentissage où je dois apprendre à penser vraiment à la famille. J'ai un garçon de 2 ans qui est très possessif, qui est très exigeant, vous comprenez? Donc, mais j'essaie, comme l'a dit Nathalie, de lui apprendre, par exemple, quand tu as fini de mettre tous tes jeux par terre, il faut que tu apprennes à les ramasser. Je le lui apprends depuis qu'il a 1 an et les gens sont en train de me regarder. Je dis,
maman n'a pas le temps de tout ramasser, chérie, tu dois apprendre à ramasser tes affaires. Et je répète la même chose à mon mari, tu dois être responsable. Il n'y a pas une affaire de je suis l'homme, tu dois être responsable parce que moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie et il faut comprendre aussi que je suis dans la sphère artistique. Quand on crée, ça nous prend beaucoup d'énergie pour créer, ça nous prend beaucoup d'énergie pour faire un shooting, beaucoup d'énergie pour monter un catalogue, beaucoup d'énergie pour monter un défilé. Et je vous assure, 8 heures de temps que peut-être tout le monde travaille, ça ne me suffit pas. Moi, c'est le soir que je travaille, c'est le soir que je produis, c'est le soir que je crée, c'est le soir que j'ai tous mes concepts. Donc, vous vous imaginez si je dois gérer papa, tonton, et puis la famille, le personnel, non, on devient folle à la fin. Et c'est pour ça que je dis que vraiment, je suis en période d'apprentissage. Mais la chance que j'ai, c'est que mon mari, il est quand même ingénieur mécanique, donc il a beaucoup de conseils par rapport à son métier qu'il peut me donner. Et je pense qu'il est en train d'écouter l'émission. S'il y a un reproche qu'il me fait tout le temps, c'est qu'il estime que je ne l'incorpore pas suffisamment dans ce que je fais. Et c'est vrai. C'est monsieur Floréal, non? Non, Floréal. Et vous savez, ça, c'est un défaut. Floréal, c'est mon nom de jeune fille. Mon mari, c'est Paul. Donc il me dit, tu ne mets jamais mon nom. Mais c'est pour ça que je vous dis, je suis vraiment... Monsieur Paul, j'ai rien demandé. On est d'accord? Oui, mais c'est vraiment un apprentissage et il n'y a rien de honteux à ce qu'une jeune femme, qu'elle soit en couple ou qu'elle soit mariée, parce que c'est une étape à vivre, parce que vous imaginez, vous étiez seul avant, vous devez apprendre à vivre avec l'autre et ça prend du temps. Oui. Et il faut accepter ça prend du temps. Vous diriez quoi, mesdames? Mon de l'état dit, mesdames qui ont l'argent, mesdames qui ont autonomie, on peut mesdames autoritaires. Tout le temps, il me dit ça. Je n'ai rien inventé. Tout le temps, vous avez l'habitude d'entendre ça aussi. Tout le temps, il me dit ça et il a même fait la blague après le cocktail. Il y avait une dame qui a dit « Mais c'est comment c'est de vivre avec une femme aussi forte que la vôtre? C'est pas facile. » J'ai dit « Tu vois, mais pourquoi la dame a dit ça? » Elle a dit « Mais chérie, c'est pas faux. C'est pas évident parce que effectivement, je suis une personne assez forte et j'essaie de... De caractère. De caractère. Et je pense que ça, c'est un petit peu héréditaire aussi. Ma mère est ainsi, ma grand-mère est ainsi, mais je dois dire que ma grand-mère a élevé seule ses 3 filles. Donc, et leur père n'était malheureusement pas vivant. Donc, elle les a élevées seules. Donc, c'est quand même une famille très matriarcale. Contrairement à la majorité de la société haïtienne qui est très patriarcale, chez nous, c'est les femmes qui dominent. Et j'ai été élevée ainsi. OK. Par maman. Merci. Christelle, vous allez dire quelque chose, je vous ai interrompu. Et vous aviez abordé un sujet que je voulais avoir l'opportunité de compléter la réponse et d'ajouter mon point de vue sur les femmes qui n'ont peut-être pas eu une formation ailleurs. Parce que vous avez parlé de ça. Il y a peut-être des femmes qui regardent, qui se posent la question. Est-ce qu'elles auront la même chance? Elle a étudié ailleurs, alors là, d'ores et déjà, je suis limitée. Oui. Et je dis, c'est vraiment le contraire. Il y a des années, et dans d'autres générations, l'accès à l'éducation était beaucoup plus limité. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'éducation, oui, vous pouvez avoir la chance d'aller à l'université apprendre un sujet, mais ça, c'est une seule forme d'éducation. Quand on parle d'éducation, les entrepreneurs qui réussissent, il ne faut pas faire gaffe et penser que parce que la personne n'a pas fait des études dans une université, qu'elle n'est pas une personne d'éducation. Un des plus grands hommes d'affaires dans le monde, si on retourne à Henry Ford, il n'avait pas fait de grandes études, mais de penser que ce n'était pas un homme d'éducation est une grave erreur. Toutes les femmes qui m'écoutent là, ce matin, ce n'est pas parce que vous n'avez pas été à l'école que vous ne pouvez pas faire le choix de devenir une personne d'éducation. Ne serait-ce à travers des livres peut-être, mais maintenant, avec l'Internet, vous avez accès à l'information. Il y a des cours qui sont disponibles gratuitement en ligne. Il y a des livres qui sont disponibles gratuitement en ligne. Les plus grands hommes d'affaires qui tracent des exemples dans ce monde donnent des conférences en ligne que vous pouvez écouter gratuitement. Vous pouvez vous instruire sur un sujet. Donc, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il ne faut pas confondre éducation et éducation classique d'école. La femme qui choisit de devenir entrepreneur, maintenant, elle doit voir où elle va trouver l'information, comment va-t-elle renforcer ses compétences à travers toutes les ressources qui existent localement et à travers l'Internet. On est une génération gâtée. Maintenant, le plus difficile, c'est trier l'information. Ce n'est pas l'accès à l'information, c'est le triage de l'information. Merci, merci Christelle. Et Nathalie?
c'est vous qui avez sollicité la parole, Nathalie? Comme ça. Ok. Alors, Nathalie, vous partagez le point de vue exprimé par Daphné et... Daphné et Christelle. Et sur le point de Christelle, je vais dire oui, et présentement l'Internet est une ressource qui est accessible. Et elle a parlé lors de sa présentation. C'est un choix quand on est sur Internet, qu'on a le téléphone en main, d'aller sur YouTube pour regarder des vidéoclips ou de s'informer. Et la formation étant disponible à l'heure actuelle, j'encourage les femmes à aller la chercher. Tout le monde? Tout le monde, les femmes, les hommes, tout le monde au fait. On peut encourager tout le monde. Le point de Daphné, et tu as posé la question, est-ce que c'est dur de vivre avec une femme autoritaire? Et je vais poser la question, est-ce que c'est dur de vivre avec un homme autoritaire? Donc, ce qui est valable pour la femme est peut-être valable... Je dirais, oui, c'est dur. Si l'homme est autoritaire, donc ça doit être dur pour la femme. Bon, aussi. Il faut s'adapter au fait, c'est un équilibre. Et je pense que, et quand on a discuté... Est-ce que vous êtes en train d'admettre, Nathalie, que c'est vrai, quand vous êtes indépendante, autonome, mais vous êtes autoritaire aussi? Wendell, tu ne m'emmèneras pas dans ce débat de l'homme contre la femme. Non. En fait, le point de vue que l'on veut pousser, c'est qu'il y a un équilibre à avoir. Et cet équilibre, il faut travailler pour ça. Un équilibre dans la vie de famille, un équilibre dans la vie professionnelle, un équilibre dans l'entrepreneuriat et que l'on veut pousser. Donc c'est cet équilibre qu'on essaie de mettre de l'avant et encourager les femmes parce qu'il y a un grand retard que ces femmes enregistrent et qu'on veut les équiper pour pouvoir aller plus loin. Merci. Alors, j'allais dire... Revenons aux choses sérieuses. Non, tout était sérieux, ce qu'on disait. Alors, avec vous, Tamara, vous avez dû, avec votre mari, opérer des changements importants dans l'entreprise. Oui. Et aujourd'hui, vous vous en réjouissez et vous profitez des résultats du travail que vous avez fait. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait pour les employés? Quand je dis pour les employés, en termes de formation, puisque tous les employés n'ont pas eu la même possibilité que vous. Très bien. Alors, nous avons des plans de formation, c'est-à-dire chaque année, on fait un plan de formation avec chaque direction pour voir quels sont les besoins. Et on encourage tout le personnel à venir vers nous pour nous dire quelles sont les formations que ces personnes souhaiteraient obtenir. Et on planifie avec la direction des ressources humaines afin d'octroyer ces formations, de faire ces formations disponibles pour l'ensemble du personnel. Mais je voudrais dire quelque chose par rapport à cette idée un peu de femme forte et je dois dire que pour moi, une chose qui a été un élément essentiel dans le succès de Cooligan est cette collaboration, parce que j'étais à côté de mon mari quand on a fait cette restructuration. Il y avait beaucoup de décisions très difficiles à prendre et il y avait des moments extrêmement difficiles où on faisait face à la faillite. Et je pense que le fait qu'on a été une vraie équipe où on ne s'est pas dit tu ne peux pas faire telle chose parce que tu es une femme. J'ai vraiment eu l'espace pour pouvoir démontrer mon leadership et aller de l'avant et jouer ce rôle pleinement. Et je regarde par rapport à cette collaboration qu'on devrait avoir entre les hommes et les femmes, de se laisser mutuellement briller et prendre sa place et se sentir à l'aise pour s'épanouir, c'est un win-win situation pour tout le monde. Et je regarde dans un foyer, c'est la même chose pour nos enfants, de donner cet exemple d'avoir une femme qui est forte, qui est capable de prendre des décisions, et qui est capable de se défendre. En fait, quel bel exemple que c'est pour des enfants, des filles surtout, de voir ça. Ou même d'un jeune homme qui grandit, de voir une collaboration entre ses parents et qui ne limite pas à cause du genre, tu peux faire telle chose, tu ne peux pas faire telle chose. Non, il n'y a pas ça chez moi. Ce serait le message, le message ou le conseil du jour. Tout à fait. Quand tout le monde s'implique dans une entreprise, eh bien, l'entreprise a beaucoup plus de chances de réussir. Tout à fait. Et dans une société pareille, ici en Haïti, on a 51% des femmes. Donc, si on n'arrive pas à créer un environnement pour que ces femmes puissent s'épanouir et participer et jouer pleinement leur rôle dans le développement, eh bien, on vient de perdre 51% des chances de pouvoir arriver à un succès intégral pour la société entière. Donc, c'est pourquoi il faut quand même continuer à faire des efforts comme vous faites aujourd'hui, Wendell, en offrant cette plateforme aux femmes
et pour qu'on puisse s'exprimer, mais c'est un appel aussi de solidarité. Et, en tant que femme, oui, mais en tant qu'homme aussi, allons créer cet environnement-là qui est un environnement qui est sain pour toute la société, les femmes, les hommes, tout le monde. Et je dois retenir aussi, avant de refermer cette première partie de l'émission, que là, vous êtes toutes dans le secteur privé des affaires. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de politique, des femmes qui sont dans la politique. C'est très bien, il faut... Alors qu'on parle de leadership. On parle de leadership, c'est intéressant que tu soulèves la question, Wendell, et je dois dire qu'au niveau de l'association de la Chambre de commerce haïtiano-canadienne, et c'est un sujet qui nous est souvent, on est souvent interpellé, et où sont les femmes leaders au niveau politique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire déjà au niveau économique pour donner une certaine autonomisation à ces femmes et aussi montrer que c'est possible. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'elles vont réussir à prendre leur autonomie financière, qu'elles vont gagner les sphères économiques, elles vont aussi aller de plus en plus vers le côté leadership. Parce que oui, on est très, très, très en retard. Et on a rencontré beaucoup de leaders femmes qui veulent aller vers la politique et il faudra effectivement les pousser avec des programmes de contenu. Juste quelques secondes. À ces femmes-là qui nous suivent, qu'est-ce qu'il leur faut pour être leader? Moi, je pense que juste pour et bien comprendre l'impact qu'on aurait eu, c'est que Haïti est le pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe à avoir le plus fort pourcentage de femmes actives. On est à 63%, on est le plus élevé, mais malheureusement, parce que la plupart de ces femmes évoluent dans des secteurs informels, on ne peut pas vraiment comprendre ni même chiffrer leur impact sur l'économie en Haïti. Donc je pense qu'il faut comprendre qu'il faut d'abord donner aux femmes peut-être la même opportunité pour avoir accès à l'éducation, à l'information. Il n'est pas normal qu'en Haïti, qu'il y ait si peu de femmes à être actives au niveau politique. C'est-à-dire ça n'a aucun sens. Vous regardez le Rwanda où il y a 63% de femmes au Parlement, ça n'a aucun sens en Haïti. Donc il faut vraiment mettre le package. Et le package, ça commence avec la formation, mais ça commence également avec l'éducation à la maison. Parce qu'il faut que l'enfant, la jeune fille qui grandit, l'adolescente, la fillette, qu'elle comprenne qu'elle a le droit et qu'elle a la possibilité d'accéder à un poste de responsabilité dans son pays. Ça ne doit pas être un rêve, ça doit être une réalité. Il y a bien sûr un parcours à suivre, mais il faut qu'elle sache que c'est possible et que c'est accessible. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un travail énorme à faire dans la société, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, pour que les choses changent dans ce pays. Merci infiniment, mesdames. Merci Nathalie Pierre-Louis, Tamara, Daphné Karen Floréal, Christelle Armand-Kanski. Merci, on va observer la pause. Merci à Nathalie qui nous quitte et qui va céder la place à Gina Barthélémy. Merci, Nathalie. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Un plaisir. Voilà. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le temps de la pause. À tout de suite. Merci. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'intérêt, merci de votre patience. Et aussi, c'est le moment d'accueillir notre cinquième femme leader, notre cinquième invitée, madame Barthélémy, Gina Barthélémy. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Métropole. Merci de répondre à l'invitation aussi. Merci justement de nous avoir, de me l'accueillir chez vous aujourd'hui. Et vous êtes partenaire associé de quoi là? Fides Management. De Fides Management et membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce. Oui, comme Nathalie vient de passer tout à l'heure, c'est mon deuxième mandat à la Chambre de commerce. Je fais partie du conseil d'administration de la Chambre de commerce haïtiano-canadienne. Et vous faites la promotion du coaching, non? Oui, enfin, je suis coach aussi de formation. Alors, si je dois me présenter, j'ai vécu en Haïti toute ma jeunesse, mon enfance, où est-ce que j'ai fait mes études en Haïti. J'ai fait mon baccalauréat en Haïti. Ensuite, j'ai fait j'ai commencé à travailler en Haïti. Je suis partie au Canada, où j'ai passé environ 18 ans à vivre au Canada.
donc où j'ai travaillé dans les institutions financières. J'ai fait des études aussi, des études en MBA, et je suis membre fellow de l'Institut de l'ensemble des banquiers canadiens. En plus de ces études-là, j'ai aussi une formation en coaching où je suis membre de la Fédération des coachs internationales. Donc oui, effectivement, je suis coach de formation et ça fait 4 ans que je suis retournée vivre en Haïti. J'ai passé toute ma vie, enfin une grosse partie de ma vie au Canada. J'ai dit, mon Dieu, 18 ans, j'ai même eu ma fille, j'ai 2 enfants. Donc ça fait 4 ans que je suis retournée vivre en Haïti justement pour faire les choses différemment. Je voulais venir participer à la vie active en Haïti. Il y a beaucoup de gens, justement, lorsque j'ai pris la décision de revenir en Haïti, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es folle? Tout ça. Et moi, je voulais faire les choses différemment. Lorsque tu atteins... Pour moi, j'avais atteint mon niveau d'incompétence là-bas. Je voulais vraiment... tu sais, lorsque tu es mort, on te dit que tu arrives devant Saint-Pierre et que Saint-Pierre te dit « Qu'est-ce que tu as fait de tes talents? Donc moi, j'avais peur d'arriver justement devant Saint-Pierre à ma mort et qu'il me dise qu'est-ce que j'ai fait de mes talents, puisque j'ai passé ma vie vraiment à travailler avec des gens au niveau international, à aider des gens où est-ce qu'on me dit « Écoute, Gina, ça va, tu es bonne dans ce que tu fais. » Donc, je voulais vraiment revenir en Haïti et faire les choses différemment. Même si un prophète n'est jamais honoré dans son pays. Moi, je ne viens pas pour être honoré ici, je viens pour participer. Pour participer. Parce que... Participer à quoi? À la reconstruction du pays ou bien... À donner un message, à passer un message différent. Les gens n'ont pas beaucoup de... Ou du moins, nos valeurs sont en train d'être effritées. Moi, ce que j'avais, c'est lorsqu'on est jeune, on disait que c'est un quartier qui participe à l'éducation d'un enfant. Maintenant, on dirait qu'il n'y a plus de valeurs, on n'a plus d'exemple, plus de modèle. Je voulais justement revenir pour montrer à ce pays qui m'a tellement donné, je voulais justement venir, ce que j'ai pris là-bas, ce que le Canada m'a donné, je voulais... donner aussi. Et c'est pour ça que je suis retournée en Haïti. Entre autres, bien entendu, il y a toute la partie personnelle, oui. Mais aussi, effectivement, je voulais venir participer, donner un petit peu de ce que je peux donner. Et l'expérience jusqu'à date? Mais jusqu'à date, c'est un peu difficile. J'évolue dans un secteur, je peux vous dire que c'est un secteur méconnu. C'est un secteur important, mais pas prioritaire. Donc, juste pour introduire ce que je fais, en plus de FIDES que j'ai créé lorsque je suis revenue en 2015, où est-ce qu'on fait des interventions en entreprise, on fait des restructurations d'entreprise, où on met des structures en entreprise, et on parle aussi de valorisation du capital humain. Donc, je voulais aussi introduire la partie coaching en Haïti, mais le coaching en Haïti est un peu méconnu. Vous savez, les Haïtiens, je parle d'hommes et de femmes, on ne se livre pas, on ne s'ouvre pas tout de suite à des gens. Donc, le coaching, et vous pouvez nous aider à nous ouvrir? Ben, disons que mais il faut le vouloir aussi, parce que lorsqu'on parle de coaching, on fait du coaching à des gens qui ont une vision. Donc, on a une vision, on veut quelque chose, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on veut quelque chose, mais certaines fois, on le veut tellement fort, mais on ne sait pas comment faire pour l'atteindre. Tantôt, Christelle a parlé de livres, d'Internet, il y a tout ça, mais on a besoin certaines fois aussi d'un accompagnateur. Et le coaching, justement, c'est un instrument, c'est un outil d'accompagnement, justement, qui aide les gens avec les valeurs qu'on a et à vraiment aller vers cet objectif-là, cet idéal-là, son équilibre, comme on dit. On parle de femmes beaucoup. L'équilibre, finalement, c'est à plusieurs niveaux. C'est au niveau professionnel, au niveau de la famille, au niveau de tout ce qu'on veut faire, on veut atteindre cet équilibre-là. Et le coaching, justement, c'est un instrument qui permet d'atteindre cet équilibre-là, d'être la meilleure version de soi-même. Donc, c'est cet accompagnement-là, justement, que je fais, que ça soit en entreprise, que ça soit au niveau individuel. Merci, merci Gina, Gina Barthélémy. Maintenant, on va revenir sur la question que j'ai posée avant la pause. Qu'est-ce qu'il faut à une femme, par exemple, pour être leader? Qui veut répondre à la question? J'aimerais partager mon point de vue sur la question. Et pour qu'une femme, parce qu'on parle de leader, on parle d'entrepreneur, on a parlé un peu du secteur politique aussi, mais on va rester plus sur... Le privé. Oui, le privé, que je connais mieux. Et donc, pour une femme, pour qu'elle soit un leader,
Premièrement, il y a une santé mentale qu'elle doit avoir. Et je pense que ça revient à ce que Gina dit, et c'est comme ça qu'elle dit qu'elle encadre la femme pour vraiment avoir cet équilibre. Donc, si une femme doit vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est difficile. On ne va pas dire qu'il n'y a rien qui soit facile en entrepreneuriat. Je sais que Tamara a parlé de ses expériences. Elle n'est pas restée sur le fait que tous les problèmes qu'ils ont dû avoir pour arriver où ils sont aujourd'hui. Mais la réalité, que vous soyez un entrepreneur qui commence, un start-up, ou un entrepreneur qui doit faire une restructuration, il y a beaucoup d'émotions. C'est difficile émotionnellement. Parfois, il faut passer à travers des transformations financières. Donc, pour pouvoir passer à travers toutes ces étapes, le mental doit être fort. Donc, si on doit savoir par où commencer, pour moi, c'est par là qu'il faut commencer. Parce que ce sera difficile, c'est garanti. Maintenant, comment ce sera difficile? Bon, là, chaque histoire sera différente. Alors, le sens de la question, c'est que je veux surtout savoir, par exemple, il y a des femmes qui suivent l'émission et qui auraient aimé être à votre place, et qui se disent, elles sont aussi des leaders, elles sont aussi des entrepreneurs, mais elles veulent aussi elles veulent améliorer, par exemple, leur capacité de tout ça. Et il y en a qui vont même à dire qu'elles sont nées entrepreneurs. Mais on peut, par exemple, les Manassara, comme on les appelle, sont déjà des femmes d'affaires à un niveau peut-être moindre, et dire qu'on n'a pas tout à fait besoin de se former de manière classique, si vous voulez, pour être entrepreneur, pour être femme d'affaires. Mais pour être leader, ça peut être différent. Ça requiert d'autres dimensions, d'autres niveaux de formation. C'est pourquoi je vous ai dit, si une femme nous suit là maintenant et qu'elle aurait bien aimé être un leader, puisque nous parlons de leadership et de l'entrepreneurship aussi, mais pour être leader, une femme... Mais oui, vas-y, Gina. Je vais essayer de répondre à cette question. Vous savez, être leader, on est leader. C'est comme, c'est dans le sang. Être leader, c'est d'avoir une vision. Je parle beaucoup de vision et c'est pour ça que je fais beaucoup, toujours, et c'est pour ça que j'aime le coaching, j'aime l'accompagnement. On est leader, lorsqu'on a une vision et qu'on se dit, moi, je veux arriver à ce point-là. Pour arriver à ce point-là, il faut des étapes. Il faut des étapes, il faut justement, c'est des étapes à faire pour arriver à ce point-là. Et c'est important, lorsqu'on est leader, il y a toute l'équipe aussi qu'il faut avoir autour de soi. Il faut qu'on soit un phare pour cette personne-là. Et c'est comme ça qu'on est leader. Être leader, ce ne sont pas des études, ce ne sont pas... Il y a beaucoup de choses justement qui ne rentrent pas en compte pour devenir un leader parce qu'on peut l'être. Mais c'est juste, c'est la volonté d'arriver à cette vision, à ce point-là, cet idéal-là qu'on s'est donné. Et c'est comme ça qu'on peut devenir vraiment un leader. On parle de leadership lorsqu'on est des gens, des hommes et des femmes de vision et qu'on reste sur cette tracée-là jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le but qu'on s'est fixé. On a 6 minutes pour terminer l'émission. Et Tamara, pour qu'une femme soit leader, elle a besoin de quoi? Moi, je pense que c'est vraiment le mindset. Donc, je retrouve un peu ce que Christelle dit. Je pense que très souvent, on est en face de beaucoup de défis. Et je pense qu'à n'importe quel niveau, du moment qu'on change sa perception et qu'on s'arrête à se voir en tant que victime, mais plutôt comme quelqu'un qui est capable de créer un certain avenir pour soi-même, et qu'on commence à se poser des questions qui sont positive, c'est-à-dire qui encourage une réflexion positive, à ce moment-là, on commence à créer ce dynamisme pour pouvoir créer ces changements. Et je vais donner un exemple. Par exemple, au lieu de dire « mais pourquoi moi? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi ?» Pour moi, chaque jour, je me réveille et je me dis, mais comment est-ce que je peux améliorer cette situation? Un bon moment ou un mauvais moment? Comment est-ce que je peux améliorer cette situation? Comment que je peux mettre mes talents et mon savoir et ce que j'ai reçu de tout mon entourage, comment je peux mettre ça pour pouvoir améliorer la situation? Et je pense qu'une fois qu'il y a ce changement de mindset, à ce moment, les choses s'ouvrent pour vous et ça devient un environnement sain pour pouvoir faire face aux défis. Merci Tamara. Christelle, un mot, non? Et Daphné?
pour qu'une femme soit leader? Bon, Gina m'a un petit peu devancé parce que moi, justement, je pense que le leadership, bien qu'il y a différents types de leadership, il faut être clair là-dessus, il y a différents types de leadership, il y en a effectivement qui sont presque innés, mais il y a d'autres types de leaders qui, effectivement, ça s'apprend. Il y a, par exemple, le leader manager, ça s'apprend aussi. Donc, mais je pense que c'est vraiment une affaire de vision. Parce que c'est la vision qui va te faire sentir que tu ne peux pas être juste un marchand de bijoux, mais être une marque qui représente ton pays. Donc ça, c'est la vision qui peut te permettre de faire cette transition. Et c'est la vision qui va te permettre d'avoir des rêves, et des rêves qui n'ont rien à voir avec ta réalité géographique ou bien sociale, mais tu sais que, bon, voilà ce qui se fait dans le monde, voilà ce que moi j'aurais aimé être, voilà la place que j'aurais aimé occuper. Et je pense que pour être leader, il faut avoir la vision, certes, mais ça vient avec d'autres aptitudes. Par exemple, si on n'est pas quelqu'un de persévérant, si on n'est pas quelqu'un de laborieux, je vois mal comment on va atteindre ses objectifs aussi, tout en étant un leader. Donc ça demande d'autres aptitudes, d'autres qualités et ça demande aussi, à mon avis, un bon backup système. Il faut avoir du monde, que ce soit la famille, que ce soit les amis, il faut avoir du monde pour vraiment nous accompagner, pour avoir l'équilibre mental justement dont tu parlais. Et j'aurais bien aimé ajouter la vision, et oui, mais c'est aussi cette authenticité par rapport à cette vision, parce que je pense que leader, le terme en lui-même, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous suivre. Il faut que quelqu'un ait envie de nous suivre, soit inspiré par le message. Et on est inspiré à suivre quand on sent que le message est réel, est authentique, que cette personne, ce qu'elle dit, elle le pense, elle le vit. Donc je pense cette notion d'authenticité, maintenant la persévérance pour bâtir son caractère. Pour bâtir son caractère, pour prendre de meilleures décisions. Tout ça, ce sont des compétences qui ne s'apprennent pas nécessairement à l'école, mais ce sont des compétences qui sont vitales pour le succès en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, en tant que même femme au foyer, puisque tout ça est vraiment entremêlé. Merci, mesdames. Et avant de refermer l'émission, êtes-vous disposés, par exemple, à rencontrer des gens? Si oui, s'il y a des gens qui sont intéressés, d'autres femmes qui sont intéressées, par exemple, à pouvoir bénéficier de vos expériences. Moi, je vais revenir sur la plateforme que nous avons aussi à la Chambre de commerce haïtiano-canadienne, où est-ce qu'on a beaucoup de sous-commissions. Donc, je suis responsable de la sous-commission formation et événements. Et nous encourageons beaucoup les femmes d'affaires, les gens qui veulent vraiment. La Chambre de commerce haïtiano-canadienne est ouverte justement à ces gens-là. C'est les gens qui veulent. Vous avez une idée, vous avez une vision de quelque chose que vous pouvez faire. Nous avons des gens compétents au niveau de la Chambre qui sont là pour travailler avec vous, pour qu'on puisse ensemble vous aider, qu'on puisse faire partie de cet environnement-là qui est propice à vous aider à atteindre votre objectif. Donc, justement, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles, et puis que ça soit personnellement, que ça soit justement au niveau de la Chambre. Donc, on passe par la Chambre. pense que ça soit, tout dépend de ce qu'on veut. Moi, c'est bien sûr, je suis là aussi en tant que membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce haïtiano-canadienne, mais je suis aussi là en tant que femme entrepreneur, en tant que FIDES Management. Donc, nous sommes là, je suis disponible. Donc, où nous sommes disponibles, c'est facile de nous rejoindre. Un petit clic via Internet ou par la Radio Métropole, on est là disponible pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent utiliser, que ça soit notre plateforme ou nos expériences, c'est un plaisir de les accompagner. De passer par la Chambre. Ou de m'appeler directement, ou d'aller sur notre... J'ai un site web, fidesmanagement.com. Donc, ce sont des informations qu'ils peuvent avoir sur moi, ou de passer par la Chambre de commerce haïtiano-canadienne. Oui, j'aimerais, puisque vous avez donné l'opportunité, si quelqu'un est intéressé, par exemple, notamment une femme dans l'entrepreneuriat, ce week-end, j'ai un séminaire sur l'entrepreneuriat. Le séminaire est payant, mais j'offre quand même des places à des boursiers. Mais maintenant, pour... Vous n'avez pas dit ça. Mais je ne l'avais pas dit, mais je savais que vous m'auriez donné l'opportunité de le dire. Donc, ce week-end, donc, j'ai un séminaire sur l'entrepreneuriat samedi, et nous allons parler non seulement d'entrepreneuriat, des bases, mais aussi faire l'identification d'idées potentielles pour les femmes qui soient adaptées à qui elles sont. Et le dimanche, nous allons vraiment écrire un plan d'affaires simple pour la meilleure idée qui aura été et vraiment auquel elles auront abouti samedi.
Maintenant, oui, le séminaire est payant, mais je fais toujours un effort pour être sûr que je peux aider. Ma contribution, je peux dire, à la société, que je sais que dans tous mes séminaires, j'accepte au moins 10% de boursiers. Maintenant, il faut appliquer. Il faut appliquer. Vous devrez me dire pourquoi vous aimeriez prendre ce cours. Comment ce cours va changer votre vie. Parce que parmi les critères qui sont importants pour moi, c'est quel impact je peux avoir sur la société. Donc, si vous pouvez me convaincre qu'en prenant le cours, je vais changer votre vie, c'est avec plaisir que je vous reçois. Ça va se faire où? Ça sera sur la route de l'aéroport, dans notre local, le local de Exponential Learning. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, @exponential.learning. Non seulement vous pourrez prendre contact avec nous, vous pourrez voir les cours que nous offrons parce que l'offre est valable quel que soit le cours que nous offrons. Maintenant, les places sont limitées. On ne peut pas recevoir tout le monde en boursier. Mais c'est avec plaisir que ceux qui peuvent me convaincre qu'ils méritent de prendre le cours, qu'ils aimeraient prendre le cours, que ça va changer leur vie, j'aimerais vous rencontrer, vous recevoir. Merci. Et puis pour la Chambre de commerce, le site, l'adresse du site, c'est ccihc.net. ccihc.net. Daphné? Bon, moi, je vais demander peut-être au public de nous suivre sur nos pages de réseaux sociaux. Il y a Facebook, Bijou Lacaille, et Instagram, Bijou Lacaille, et nous avons notre website, bijoulacailehaiti.com, où nous sommes facilement joignables. Donc, nous recevons souvent, effectivement, des demandes de différents jeunes et de tout horizon pour des conseils et autres. Bon, on prend toujours le temps quand même de répondre aux différentes questions, mais ils peuvent vraiment suivre notre page pour être au courant des différentes activités que nous comptons organiser ou bien que nous organisons à ce moment. Ce sera plus facile pour eux de rentrer en contact avec nous. Tamara Guérin-Barreau, vous avez le dernier mot. Tout à fait disponible, tout ce qui a pour supporter les femmes et on répond très souvent oui à cet appel-là, que ce soit à travers la compagnie Caribbean Bottling Company, on est sur les réseaux sociaux, on est le site web c'est cooligan.ht ou à travers la YWCA Haïti, on est aussi sur les réseaux sociaux, ywcahaiti.org pour le net. Donc, absolument. Merci. Christelle Arban-Kanski, Gina Barthélémy, Daphné Karen Floréal, Tamara Guérin-Barreau et Nathalie Pierre-Louis Laroche étaient ces femmes leaders reçues à la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Et comme on l'a dit lors du cocktail, il faut qu'on arrête de dire qu'il n'y a pas de modèle. Il y a des femmes qui réussissent, il y a des femmes que l'on peut observer, que l'on peut voir évoluer, produire et faire la différence, pourquoi pas. Merci encore une fois, mesdames, d'avoir accepté. Merci de nous avoir reçus. Merci, Wendell. Allez, bonne journée. Au revoir. Bon week-end. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'accueil. Passez un excellent week-end avec nous et à lundi. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.